Friedrich Nietzsche. Rien que le nom, ça en impose. On pense tout de suite au philosophe avec sa grande moustache, au nihiliste qui nous annonce la mort de Dieu, et bien sûr à celui qui aurait tout simplement dynamité le concept de vérité. C'est une image forte, un peu intimidante même. Mais est-ce que c'est vraiment le bon portrait? Allez, on va creuser ça un peu. Voilà, cette phrase, c'est un peu la pièce à conviction numéro 1. Elle est partout. On l'utilise pour dire « Vous voyez, Nietzsche l'a avoué lui-même. La vérité, ce ne sont que des mots, de belles illusions, dont on a juste oublié qu'elles étaient des illusions. » Et là, on se dit « Bon, l'affaire est pliée. » C'est donc ce Nietzsche-là qui est entré dans la culture populaire, l'icône du relativisme, le penseur du tout se vaut. Mais voilà, s'arrêter à cette caricature, ce serait vraiment passer à côté de l'essentiel. La pensée du bonhomme eh bien, elle est beaucoup plus subtile et franchement beaucoup plus intéressante que ça. Alors, commençons par le début. Comment ce mythe s'est-il construit? D'où vient cette réputation de grand démolisseur de la vérité? Pour le comprendre, il faut faire un petit saut dans le temps. Parce que Nietzsche, il n'écrivait pas juste pour le plaisir de choquer. Non, il répondait à un problème très précis de son siècle, une sorte d'obsession culturelle qu'il voyait comme une véritable maladie. Et à cette maladie, il a donné un nom, la fièvre historienne. Il faut imaginer Nietzsche comme un médecin, le stéthoscope posé sur le cœur du 19e siècle. Son diagnostic? Sa culture est tellement obsédée par l'accumulation de faits historiques, par une vision soi-disant objective du passé, qu'elle en devient incapable de créer, incapable d'agir, bref, elle en devient incapable de vivre. Et face à ce diagnostic, le philosophe médecin ne se contente pas de critiquer. Non, il sort son carnet ordonnance. Et c'est là que ça devient vraiment passionnant. Son remède, ce n'est pas de tout oublier, ce n'est pas de jeter les livres d'histoire au feu. Au contraire. Pour lui, on a un besoin vital de l'histoire. Mais attention, d'une histoire qui nous sert, qui nous nourrit, qui nous donne de la force, au lieu de nous écraser sous son poids. Il propose même une sorte de boîte à outils pour bien utiliser le passé. D'abord, il y a l'histoire monumentale, celle qui nous montre les géants du passé pour nous donner envie de le devenir nous-mêmes. Ensuite, l'histoire antiquaire, qui nous permet de nous enraciner en prenant soin de nos origines. Et puis, l'histoire critique, qui nous donne la force de juger le passé, de le mettre à distance pour s'en libérer et pouvoir avancer. Donc tout le secret, en fait, c'est une question de dosage. Pour lui, l'histoire, c'est comme un pharmacon, ce fameux mot grec qui veut dire à la fois le remède et le poison. En excès, elle nous tue, mais utilisée sagement, elle nous fortifie. Le seul et unique critère, c'est est-ce que ça sert la vie, ici et maintenant? On voit bien, c'est une vision très pragmatique, très constructive de notre rapport au passé. Et là, il y a un truc qui cloche, non? Comment un penseur qui cherche des outils pour mieux vivre a pu devenir le symbole de l'idée qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations? C'est quand même le grand écart. En fait, une grosse partie de la réponse se trouve dans ce qui s'est passé après lui. Des penseurs majeurs du XXe siècle, comme Michel Foucault par exemple, vont s'emparer de ces outils, et notamment de sa méthode généalogique, pour aller déterrer les origines pas toujours très glorieuses de nos valeurs et de nos savoirs. Cet héritage a souvent mis l'accent sur 3 points en particulier. La généalogie, qui montre le côté obscur de nos idéaux, le perspectivisme, souvent poussé à l'extrême, et une théorie du langage vue comme un jeu de miroir déconnecté du réel. Si on prend ces 3 concepts, qu'on les isole du reste, eh bien, ce cocktail semble mener tout droit à une seule conclusion: la vérité n'existe pas. Sauf que, si on retourne voir les textes de Nietzsche lui-même, l'image se brouille complètement. Le mythe nous dit que toutes les interprétations se valent. Mais Nietzsche, lui, il écrit noir sur blanc qu'une mauvaise interprétation ne correspond à aucun texte. Il ne dit pas que tout est permis, il dit que certaines lectures sont tout simplement fausses. Point. On voit bien qu'il y a eu une méprise, ou en tout cas une lecture très très sélective, qui a façonné l'image qu'on se fait de lui aujourd'hui. Et c'est là que le retournement de situation est le plus spectaculaire, parce que, loin d'être un relativiste désinvolte, Nietzsche était en réalité un penseur d'une rigueur intellectuelle féroce, presque maniaque. Et cette citation, elle le prouve parfaitement. La probité, c'est-à-dire l'honnêteté intellectuelle la plus scrupuleuse, la plus intransigeante qui soit. Pour lui, c'était ça la vertu numéro 1 du penseur, de ce qu'il appelait l'esprit libre. Il va même jusqu'à donner des règles de méthode hyper concrètes. Il faut imiter la prudence de la science, toujours préférer une petite vérité bien établie à une grande théorie fumeuse, écrire le plus clairement possible et surtout, ne pas faire dire à un texte plus que ce qu'il ne dit. Soyons francs, est-ce que ça ressemble au programme d'un penseur pour qui tout se vaut? Pas vraiment, hein. Ça sonne plutôt comme le manifeste d'un ascète de la connaissance. Quelqu'un d'incroyablement exigeant envers lui-même et envers les autres. Ok, cette rigueur, elle nous force à tout repenser. Si son but n'était pas de détruire la vérité, alors c'était quoi?
On touche ici au cœur du réacteur. Le but de Nietzsche, ce n'était pas de prouver que la vérité n'existe pas. Son obsession, c'était de poser une question beaucoup plus dérangeante. Pourquoi on y tient tant à la vérité? À quoi est-ce qu'elle nous sert? Quelle est sa valeur pour la vie? Ces vraies questions, ce sont celles-là. Est-ce que la vérité est toujours et en toutes circonstances une bonne chose pour l'épanouissement humain? Ou est-ce que, parfois, une petite dose d'illusion, de fiction, d'art n'est pas plus vitale, simplement pour réussir à supporter le monde? Voilà, la véritable interrogation de Nietzsche, elle est là. Et ça nous amène tout droit à la question finale, celle qui, au fond, résume tout son projet. Au final, Nietzsche n'a pas tué la vérité. Il l'a fait asseoir sur le banc des accusés. Il nous a mis au défi de justifier notre soif de savoir, pas au nom d'un quelconque absolu, mais au nom de la seule chose qui comptait à ses yeux, une vie plus forte, plus riche, plus créatrice. Et cette question-là, bien plus que sa caricature de fossoyeur, est sans doute son héritage le plus puissant et le plus provocateur.